constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est d'abord une partie du système juridique. Le système juridique, c'est cet ensemble normatif qui structure l'organisation de l'État. D'ailleurs, vous avez un État, et là, à côté, vous avez donc un système juridique qui tient cet État-là, cet édifice de l'État. Et dans cet édifice qui est le système juridique, vous avez le droit constitutionnel qui est une matière à part, qui est une matière particulière. Pourquoi le droit constitutionnel est une matière particulière? Elle est une matière particulière parce que le système juridique ne tient que parce qu'il existe une constitution. Le système juridique ne tient que parce qu'il existe une constitution. La constitution, c'est la norme de normes, c'est la norme suprême, c'est la norme à l'enfant. Je veux dire, cette norme, c'est comme une mère dans une famille. Une mère qui a préféré des enfants. Pourquoi c'est la maman? Et bien parce que tout le système juridique tient grâce à la Constitution. C'est la Constitution qui détermine ce que fait X, ce que fait Y. Vous avez une Constitution, et dans cette Constitution, vous avez, par exemple, les lois. Et ce sont les lois qui vont organiser le droit civil. Par exemple, ce sont les lois qui vont dire qu'un homme et une femme peuvent se marier, un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Ce sont les lois qui vont déterminer cela. Et là, vous êtes en droit civil. Ce sont les lois qui vont dire que si vous tuez quelqu'un, vous serez condamné à telle peine. Ça, c'est le droit pénal. Mais c'est aussi inscrit dans la Constitution. Ce sont les lois qui vont dire que chaque citoyen doit payer des impôts pour contribuer au fonctionnement de l'État. C'est le droit fiscal. C'est dans la Constitution. Donc, vous voyez que c'est la Constitution qui va être le socle du droit. C'est dans la Constitution qu'on va trouver les différentes normes qui permettront de régir le fonctionnement de l'État. Et le droit constitutionnel, lui, étudie la Constitution. Le droit constitutionnel étudie la Constitution. Mais puisque c'est la Constitution qui est à la base du droit, et puisque le droit constitutionnel étudie la Constitution, vous voyez bien que le droit constitutionnel devient le droit des droits, le droit principal, le droit qui donne du sens et de la valeur aux autres droits. Parce que s'il n'y a pas de Constitution, il n'y a pas de droit. Alors, lorsque vous allez avancer dans votre étude du droit, vous vous rendrez compte qu'il y a des États qui n'ont pas de Constitution écrite. On le verra, on le verra. Alors, vous me direz, mais monsieur, vous dites que le droit constitutionnel, c'est le droit du droit, que la Constitution est la base du droit, mais que fait-on des États qui n'ont pas de Constitution écrite? Ces États-là ont quand même des constitutions. Ils ont quand même des constitutions, c'est ce que nous allons faire bientôt. Ils ont ce qu'on appelle des constitutions matérielles, c'est-à-dire ils ont un certain nombre de dispositions qui leur permettent d'avoir une constitution. Des dispositions qui organisent leur pouvoir, qui organisent leur pouvoir. Et c'est une constitution matérielle. La constitution matérielle peut ou ne pas être écrite, mais elle est tout de même une constitution. Alors, le droit constitutionnel a deux volets. Le droit constitutionnel, vous avez le droit constitutionnel institutionnel, celui qui s'occupe de l'étude des institutions, celui qui va par exemple s'occuper de la façon dont le président de la République au Congo est élu, de la façon dont les députés sont élus, de la façon dont fonctionne le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, des liens et des rapports qui peuvent exister entre le président et les autres pouvoirs. C'est le droit constitutionnel institutionnel. Et puis à côté de ça, le droit constitutionnel institutionnel, c'est aussi ce qu'on appelle le droit constitutionnel matériel. Pourquoi matériel? Parce que c'est la matérialité du droit constitutionnel, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire le fondement. Donc c'est-à-dire les institutions, la façon dont les institutions fonctionnent, la façon dont les institutions s'organisent, la façon dont le pouvoir est dévolu. Au Congo, par exemple, comment on fait pour avoir un chef d'État? Il est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire que ce sont tous les Congolais âgés de 18 ans, possédant leurs droits civils et politiques, qui ont la possibilité, qui ont la capacité juridique d'élire le président de la République. Ça, c'est le droit constitutionnel institutionnel. C'est le droit constitutionnel matériel. Celui qui s'occupe du fonctionnement du pouvoir. Celui qui s'occupe des règles par lesquelles le pouvoir est dévolu, des règles par lesquelles le pouvoir s'exerce. Premier volet du droit constitutionnel.
Puis à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le droit constitutionnel substantiel. Le droit constitutionnel substantiel. C'est le droit constitutionnel des libertés. C'est le droit constitutionnel des libertés. C'est le droit constitutionnel qui s'occupe des libertés, des droits et libertés des individus. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de croyance. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis athée? Pourquoi je suis contre le pouvoir? Pourquoi je suis de l'opposition? Pourquoi je suis du PCT? Pourquoi je ne le suis pas? C'est cet ensemble de libertés que étudie, que protège le droit constitutionnel substantiel. Donc, deux volets du droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est d'abord le droit des institutions, c'est le droit constitutionnel matériel. C'est ensuite le droit constitutionnel des libertés. C'est ensuite le droit constitutionnel des libertés. Alors, je vais prendre ces deux aspects un par un et je vais y revenir. Alors, droit constitutionnel institutionnel. Un État, comme vous l'avez sans doute remarqué, vous savez, le droit constitutionnel, ce que vous devez faire pour développer votre capacité de compréhension, il faut qu'à chaque fois que vous serez en face d'un cours, je parle du droit constitutionnel, essayez de le confronter à la réalité. C'est-à-dire que, moi je ne vais pas ici de l'État, et vous essayez de regarder autour de vous. Quand vous quittez chez vous pour venir à la fac, vous rencontrez un certain nombre d'institutions. C'est-à-dire des organismes publics, des organes de l'État. Ces organes fonctionnent avec des règles. Ces règles sont prévues et étudiées par la Constitution. Tous les organes de l'État, les grands organes de l'État, sont régis par la Constitution et par les normes qui complètent la Constitution. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle les lois organiques. Donc, imaginez que si nous étions dans une situation où on ne sait pas comment fonctionne la présidence de la République, qu'il n'y a pas de règles. Écoutez, moi je peux me lever un matin, je suis congolais, et me dire, je deviens président de la République. Vrai ou faux? Quelqu'un ici peut se lever et se dire, bon, moi je deviens président de la République. Ou encore, monsieur que je vois en face de moi peut se lever un matin, il va à Pila, là où il y a la primature, là où travaille le Premier ministre, il va dire à M. Clément Mouamba qui est le Premier ministre, Monsieur Mouamba, vous n'êtes pas le Premier ministre, c'est maintenant moi. Nous serions dans une pagaille totale où chacun pourrait revendiquer le pouvoir. Voilà pourquoi le droit constitutionnel institutionnel va faire en sorte que les institutions soient organisées, qu'il y ait des règles préétablies, qui nous disent à l'avance ce qu'est la présidence de la République, comment devient-on président de la République, quelles sont les prérogatives du président de la République, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Peut-il demander qu'on tue quelqu'un? Peut-il demander qu'on juge quelqu'un? Peut-il demander de bannir quelqu'un du Congo? Qu'est-ce qu'il peut? Qu'est-ce qu'il ne peut pas? Quelles sont les limites de la fonction présidentielle? C'est aussi valable pour les députés. Que doit faire un député? Quel est le rôle du député? Tout cela est prévu au sein de la Constitution, mais aussi des autres normes qui ont pour objectif ou objet de compléter la Constitution. Voilà ce qu'est le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel va donc étudier ces règles. Le droit constitutionnel aura pour mission de regarder si les règles qui sont appliquées respectent exactement le texte de la Constitution. En matière de droit, il y a quelque chose de fondamental que vous devez comprendre. C'est ce qu'on appelle l'écart entre la pratique et la théorie. C'est-à-dire que dans une constitution, on va par exemple dire que pour être président de la République, on peut être élu président de la République que 2 fois. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable 1 fois. Dans notre constitution, c'est 2 fois. Mais dans notre constitution de 2002, c'était 1 seule fois. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable 1 fois. Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie. Nous sommes d'accord? Ce qui est écrit dans la Constitution. Nous sommes d'accord? Mais il peut y avoir une différence avec la pratique. Par exemple, en 2015, le président de la République avait atteint le nombre limite de ses mandats, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait changer la Constitution pour des droits. Et là, nous sortons de la théorie pour entrer dans la pratique. Et vous voyez là qu'il y a une différence, il y a un écart entre la théorie et la pratique.
La théorie disait 2 mandats, la pratique, on autorise 3. Mais, on le fait grâce à une procédure juridique qui permet de passer de 2 à 3 mandats. Tout le monde me suit? On ne le fait pas en venant taper tout le monde. On ne dit pas, on tape tout le monde et puis ça y est, moi je reste encore au pouvoir. Non. On change la constitution, on demande aux Congolais s'ils veulent changer de constitution, et puis on demeure au pouvoir. Voilà ce que va étudier le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel va regarder est-ce que la procédure par laquelle la constitution a été changée a respecté ce qui avait été écrit. Voilà ce dont je vous disais, qu'il y a un écart, une distanciation entre la théorie et la pratique. Est-ce que je vais très bien? Ça va, très bien. Alors, ce qui va se passer en matière donc, de droit constitutionnel, c'est on va vivre un phénomène qui est fondamental, que vous devez comprendre et retenir, c'est ce qu'on appelle la constitutionnalisation des branches du droit. La constitutionnalisation des branches du droit. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question, je l'ai effleuré. La constitutionnalisation de l'ensemble des branches du droit. Pourquoi on parle de constitutionnalisation de l'ensemble des branches du droit? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire le droit en faisant fi de la Constitution. On ne peut pas aujourd'hui faire le droit et ignorer le droit constitutionnel. C'est parce qu'il existe le droit constitutionnel que l'on peut aujourd'hui faire le droit. Pour nous montrer ça, c'est que si vous faites, par exemple, du droit civil, et que la Constitution affirme, par exemple, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, l'égalité de tous les citoyens devant la Constitution, et si vous êtes en droit de la famille que vous allez faire au second semestre, on ne peut pas dire Monsieur X, parce qu'il est ressortissant de la Malta, je ne peux pas marier Madame Y parce qu'elle est ressortissante de l'Étoile. Là, encore, on partage de la Constitution. C'est-à-dire que le code de la famille ne peut pas prévoir une disposition de ce type. Parce que la Constitution affirme, consacre l'égalité entre tous les citoyens. Tout le monde comprend la logique? Vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire à quelqu'un, bon allez monsieur vous, parce que vous seriez un voleur, écoutez, vous allez être condamné à mort, alors que la Constitution proscrit la peine de mort. Tout le monde comprend la logique? C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une seule branche du droit qui ne peut être élaborée, qui ne peut être structurée sans tenir compte du respect de la Constitution. Toutes les autres branches du droit doivent respecter la Constitution. Et pour assurer ce respect, il y a un juge qui s'appelle le juge constitutionnel. Il y a la Cour constitutionnelle qui chez nous est installée où? Qui c'est où se trouve la Cour constitutionnelle? Où? Au plateau. Au boulevard, très bien. La Cour constitutionnelle se trouve là. C'est cet organe-là qui est chargé de faire respecter et de garantir la suprématie de la Constitution. C'est-à-dire, vous en tant que citoyen congolais, même citoyen étranger, vous en tant que Congolais ou même étranger résident au Congo, vous avez la possibilité, si une loi est adoptée et que vous estimez que cette loi viole vos droits qui sont consacrés par la Constitution, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle pour dire, monsieur le juge de la Cour constitutionnelle, telle loi a été adoptée, mais cette loi viole la Constitution. Et cette loi sera censurée et sera supprimée. Et très récemment, il y a eu une loi, parce qu'elle avait été adoptée, une loi adoptée proposée par le ministre des Affaires foncières et adoptée par le Parlement. C'était une loi qui portait sur les terrains, vous savez, le foncier. Le foncier, c'est les terrains. Hein, quand vous achetez les parcelles, qui viennent chez nous. Alors, cette loi disait que le fonds, c'était 25% de taux, c'était 25%. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait des familles, vous savez les propriétaires communs là, chaque fois qu'ils ont des terres, l'État devait disposer d'un certain pourcentage 10% pour lui permettre de faire des activités d'intérêt public. 10%. Et je crois que c'était 25%. 10%. Hein? 10%. 10%, c'était 10%. Donc, si vous êtes une famille que vous avez des terres à haut niveau, dans vos terres, l'État doit avoir 10%. Pour lui permettre de faire des activités d'intérêt public, ou d'y installer des structures d'intérêt public.
principe qui est le principe du droit de la propriété. La propriété est un droit constitutionnel, c'est un droit qui est consacré dans la Constitution. Et donc il y a eu quelqu'un qui est enseignant à la faculté de droit, qui a saisi la Cour constitutionnelle, pour dire à la Cour constitutionnelle, que cette loi violait le droit de propriété. Parce que pourquoi on allait prendre 10% à des gens qui étaient propriétaires de leur terre? Tout le monde comprend? Pourtant, nous ne sommes pas dans le domaine du droit constitutionnel. Ici, je ne sais même pas quel droit il s'agit, c'est sans doute le droit foncier. Les droits fonciers. Mais la Cour constitutionnelle a censuré. La loi avait été adoptée par le Parlement. Et la Cour constitutionnelle a considéré que cette loi portait atteinte au droit de propriété. Et cette loi a été censurée. Au moment où je parle, parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de recul. Vous voyez ici, nous sommes en présence, nous sommes en matière de droit foncier, mais vous avez le droit constitutionnel, vous avez la Constitution, qui vient tout de même encadrer, c'est le terme, qui vient tout de même encadrer ici le droit foncier. Et donc, ce phénomène dont je vous parlais de constitutionnalisation. Voilà comment l'ensemble des branches du droit se voient ou sont constitutionnalisées. Voilà comment l'ensemble des branches du droit sont constitutionnalisées, c'est-à-dire sont obligées de tenir compte des prescriptions de la Constitution. Et donc aujourd'hui, rien ne peut se faire. Vous demain, vous voulez être magistrat, vous voulez être avocat, notaire, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez rien faire en tant que juriste si vous ne tenez pas compte des prescriptions de la Constitution. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la constitutionnalisation des branches du droit. C'est fondamental à retenir. Vous allez avoir besoin de ça dans l'avenir. Alors, autre élément qui est fondamental dans le cadre du droit constitutionnel institutionnel, c'est l'encadrement des phénomènes politiques. L'encadrement des phénomènes politiques. Le droit constitutionnel, c'est le droit politique par excellence. Vous m'entendez souvent parler de la politique, du président de la République, de l'opposition, des ministres, parce que le droit constitutionnel, c'est le droit politique. C'est le droit qui étudie les phénomènes politiques. C'est le droit qui va contrôler la façon dont le jeu politique s'effectue. Est-ce que le jeu politique respecte les règles constitutionnelles? Et Louis Favreux, le grand Louis Favreux, disait que la politique avait été saisie par le droit. La politique avait été saisie par le droit. Oui, saisie par le droit parce que désormais, les jeux politiques ne peuvent pas se faire sans respecter les règles qui sont inscrites dans la Constitution. Donc, Oriou parle d'encadrement du phénomène politique. Alors, encadrement des phénomènes politiques, pourquoi? Pourquoi les phénomènes politiques doivent être encadrés? Parce que la politique, c'est souvent la violence. Les rapports de force politique sont souvent violents, même très violents. Vous êtes jeune, mais vous êtes, sans ignorer l'histoire de votre pays, au Congo, on a vécu des violences politiques. Plusieurs fois. Les plus récentes, 93, 97, 2001, ça existe. Même récemment, en 2015, il y a eu des violences politiques. Les rapports politiques sont souvent violents. Pourquoi les rapports politiques sont violents? Parce qu'il y a la passion dans la politique. Et parce qu'en Afrique, comme disait Bayard, la politique, c'est l'accès aux richesses. C'est l'accès aux richesses. Donc les gens font la politique pour devenir riches. Et si quelqu'un a son bout de gâteau qui lui permet de manger d'être riche, et que vous venez pour venir au riche, ça vous prend une histoire importante? Non. Et donc ça conduit à la violence. Et que va faire le droit constitutionnel en tant que droit destiné à encadrer les politiques? Le droit constitutionnel va faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence politique, que les règles du jeu politique soient encadrées. De quelle façon? De prévenir la violence politique. Par exemple, à titre illustratif, dans la Constitution de 2015, vous avez tout un chapitre qui porte sur l'opposition politique. L'idée est laquelle? L'idée est de reconnaître un statut à l'opposition politique pour éviter à l'opposition politique d'être réglée. Pour éviter à l'opposition politique de se dire: ah oui, nous on n'a rien, les autres ont tout, nous on a faim, on n'a rien. Et bien on coupe, écoutez, la Constitution dit: bon, voilà, il y a un statut pour l'opposition. Voilà, le chef de l'opposition peut avoir ceci, il peut avoir cela, la Constitution le prévoit. Ça permet de prévenir éventuellement des velléités de violence de la part de l'opposition. Mais vous avez d'autres exemples. Par exemple, dans la nouvelle Constitution, il existe un Conseil national du dialogue. Un Conseil national du dialogue, si vous suivez. Alors, autre chose, hein, arrêtez de suivre Nouvelas. Ça ne va rien vous apporter.
Ça vous a produit? Ou suivez ça les samedis dimanches. Mais essayez de suivre aujourd'hui des choses où vous savez. Parce que moi je vous dis, hein, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit, honnêtement, les études de droit sont difficiles. Moi je vous dis, c'est pas que c'est impossible, c'est pas vrai que c'était impossible. Moi je ne serais pas en face de vous. Et d'ailleurs, je ne suis pas plus intelligent que vous. J'ai juste fait des études de droit avant. Donc, mais j'ai travaillé pour arriver là où je suis. Ça veut dire que vous, si vous travaillez, vous allez arriver là où je suis, vous allez peut-être mieux faire que moi. Donc c'est simplement le travail. Mais qu'on ne vous raconte pas les sorties, c'est difficile. On va pas mettre, vous pouvez aller prier lundi matin, lundi, mardi, mercredi, chez le pasteur ou pour côté, hein. Ça ne change rien. C'est moi, c'est pas lui, il n'y a pas de miracle. De toute façon, Dieu lui-même a dit, travaillez. Donc, ne faites pas les jeux, ça ne sert à rien, c'est dur, mais ceux qui travaillent réussissent. Et puis, aujourd'hui, la faculté de droit, chers amis, a changé. Où est en train de changer? Les normes, on ne les achète plus. Les moindres personnes n'achètent des normes. Si vous avez un, vous avez un. Vous avez 15, vous avez 15. Personne n'achète les normes. Même si vous avez l'enfant ici, s'il n'a pas lu, il aura un. Il n'y a pas de machin. Ça, moi, je lui mettrai un. Si vous avez 15, c'est pas la peine. Moi, je lui mettrai un. Donc le seul secret, c'est le travail. Vous voulez réussir les amis, il n'y a pas de secret, visez, bossez, ça ira. Parce que vous êtes intelligent, arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez des capacités de réussir et vous êtes intelligent. Comme moi, je le crois et je l'espère. Donc il suffit de bosser et d'être simple. Et bosser, ça veut dire aussi choisir ses centres d'intérêt. Mais là, c'est ça compte. Il y a encore autre chose à voir. Dis magique. Si machin là, aussi, ne vous apporte rien. Donc, choisissez ce que vous allez suivre. C'est très important pour votre culture. C'est important d'avoir une culture en droit. C'est très important d'avoir une culture en droit. Ça vous aide. Ça vous aide. Ça complète vos connaissances. Et donc choisissez ce que vous allez suivre. Alors donc j'étais en train de vous dire que je parlais du droit constitutionnel politique. Vous, en fait, je ne suivais pas. Du droit constitutionnel politique. Vous vous rappelez de Novella, ce n'est pas le plus important. Du droit constitutionnel politique. Voilà, les violences politiques. Donc l'idée ici, c'est que le droit constitutionnel va poser des règles, et ces règles auront pour mission de prévenir la violence. Par exemple, on va vous dire, quand il y a une élection, lorsqu'il y a un vainqueur, il y a toujours un vaincu. Et le vaincu n'a pas à aller prendre des armes, ou n'a pas à venir, ça fait tout le monde faire la guerre. Le vaincu a des mécanismes pour contester le résultat des élections. Ces mécanismes-là, c'est devant la Cour constitutionnelle. Lorsque vous allez à une élection, que vous êtes battu, que vous pensez que vous n'avez pas été battu, que celui qui a gagné a triché, et bien ça ne sert à rien de se battre. Ça ne sert à rien de taper tout le monde. Vous allez donc sous le boulevard là, à la Cour constitutionnelle, dire à la Cour, voilà quelles sont les preuves, moi je pense que ce type-là a triché. C'est moi qui aurais dû être à la place, donc voilà mes preuves. Voilà comment la Constitution encadre les phénomènes politiques en prévoyant la manière dont le jeu politique doit se faire. Il y a une élection, à la fin de l'élection, on peut ne pas être content, mais on ne se bat pas. On ne tape pas les gens, on va à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour d'examiner si vos preuves sont valables, si vos preuves constituent en effet une infraction de telle manière à remettre en cause l'élection du président ou du député élu. Donc le droit constitutionnel va encadrer les faits politiques. Mais il y a aussi, au-delà de ça, il y a aussi la façon dont, par exemple, les députés vont se comporter avec le président de la République. La façon dont les députés vont se comporter avec le Premier ministre. Vous savez que dans notre pays, nous sommes dans un régime qui est un régime parlementaire, puisqu'il y a un Premier ministre qui est responsable devant l'Assemblée nationale, tout ça nous allons le voir. Mais les députés ont le pouvoir dans la Constitution de révoquer le Premier ministre. De dire au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, vous ne foutez rien, sinon allez vous reposer. Ça s'appelle la motion de censure.
Mais le président de la République aussi dispose du pouvoir de révoquer les députés. Ça s'appelle la dissolution. Il peut dire, les députés, vous ne foutez rien. Vous êtes payés, rien. Mais non, chacun repart chez vous. Il dissout l'Assemblée nationale et il organise des nouvelles élections. Vous voyez que la Constitution prévoit, sur le plan matériel, la manière dont les pouvoirs s'organisent, la manière dont les pouvoirs se neutralisent, la manière dont les pouvoirs fonctionnent ensemble. L'idée ici, c'est de trouver un équilibre dans le fonctionnement des institutions. Donc, encadrement des phénomènes politiques. Encadrement des phénomènes politiques. Et puis enfin, on arrive à ce que je disais, donc, au deuxième volet du droit constitutionnel, qui est le droit constitutionnel de liberté. Avant, est-ce qu'il y a des questions? Alors, n'hésitez pas à poser des questions. C'est bien de poser des questions, parce qu'on va avoir des discours, et on va avoir l'avis de l'enseignant, on pose des questions, et ça profite à tout le monde, ça peut lever des ambiguïtés. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le droit constitutionnel institutionnel? Est-ce que quelqu'un veut qu'on reprécise quelque chose? Vous n'avez pas honte, si vous avez honte, moi j'aurai honte quand je vais vous noter. Donc, n'ayez pas honte de poser une question. Vaut mieux poser une question, même si elle est mal posée, que de garder sa souffrance pour soi-même. Question? Je sais que c'est le premier cours, il y a des gens qui sont petits. Ah oui. Venez, monsieur, venez. Venez. Il y a un deuxième micro. Ah, il y a un micro. Attendez, monsieur. Il y a un micro. Il y avait un deux micros. Ouais, et ça a toujours été ainsi. Non. Bon, peut-être à votre cours, on ne venait pas. Comment? Bientôt 30. Non, ça va. Coupe, après on fera un deuxième.